manteau. Et dans nos têtes, on s'entraîne même à être des occidentaux. Annie a 8 ans. En rentrant de l'école, elle allume la télévision. Elle regarde des dessins animés, les clips, les publicités, les comédies romantiques. La princesse est blanche, l'héroïne du film est blanche, la mannequin est blanche, la femme élégante a les cheveux lisses, la girl boss a les traits européens. Et sans que personne ne le dise clairement, un message s'imprime dans son esprit. Ce qui est beau ne te ressemble pas. Et c'est là que commence le problème. Pendant des décennies, les standards de beauté occidentaux ont été exportés partout dans le monde. Par les médias, par Hollywood, par les marques, par le marketing, par les réseaux sociaux aujourd'hui. Et notre communauté a été particulièrement touchée. Pourquoi ? Parce que la beauté n'est jamais seulement esthétique. La beauté est aussi politique, économique et culturelle. Quand une société décide quels visages sont valorisés, elle décide aussi quel corps mérite l'amour, le respect et la visibilité. Et c'est précisément ce que nous allons analyser aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Avant de poursuivre la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Pour comprendre cette question, il faut revenir en arrière. Pendant la colonisation, les populations africaines et afrodescendantes n'étaient pas seulement dominées économiquement ou militairement, elles étaient aussi déshumanisées culturellement. Les colonisateurs ont construit une hiérarchie raciale. Au sommet, l'Européen. En bas, le Noir. Cette hiérarchie touchait tout. L'intelligence, la religion, la langue, mais aussi la beauté. La peau claire devenait un symbole de raffinement. Les cheveux lisses représentaient la bonne apparence. Les traits fins étaient considérés comme plus nobles. Inversement, les traits africains étaient caricaturés. Le nez large devenait grossier. Les lèvres épaisses devenaient exagérées. Les cheveux crépus devenaient sales ou indisciplinés. Ces idées ont été diffusées partout. Dans les affiches coloniales, dans les journaux, dans les films, dans la publicité. Le sociologue noir américain Webb Dubois expliquait déjà que les populations noires finissaient par se regarder à travers le regard de la société dominante. Autrement dit, on finit par se voir avec les yeux de ceux qui nous méprisent. Et ça change profondément la manière dont une communauté se perçoit. Pendant presque tout le XXe siècle, Hollywood a imposé une vision très précise de la beauté féminine. La femme désirable était blanche, mince, blonde ou aux traits européens. Quand les femmes noires apparaissent à l'écran, elles étaient souvent enfermées dans des stéréotypes. La domestique, la femme agressive, la femme hypersexualisée, la meilleure amie drôle mais jamais désirée. Pendant longtemps, une femme noire avec des cheveux crépus naturels avait très peu de chances d'être présentée comme glamour. Même dans les magazines pour les noirs, les modèles les plus valorisés étaient souvent les plus proches des standards européens. Peau plus claire, cheveux plus lisses, traits plus fins. Ce phénomène porte un nom, le colorisme. Le colorisme est une discrimination basée sur la nuance de peau à l'intérieur d'un même groupe ethnique. Plus la peau est claire, plus la personne peut recevoir des avantages sociaux ou médiatiques. Ce sujet reste tabou dans beaucoup de familles. Pourtant, il existe depuis des générations. Combien d'enfants noirs ont entendu « Elle est jolie parce qu'elle est claire ». Combien de jeunes garçons noirs ont grandi en pensant qu'une femme noire naturelle était moins féminine qu'une femme correspondant aux standards occidentaux. Les médias n'ont pas seulement montré une image. Ils ont fabriqué une hiérarchie esthétique.
Et c'est ici que le sujet devient encore plus intéressant. Parce que les marques ont compris une chose. Un complexe est extrêmement rentable. Quand quelqu'un pense qu'il n'est pas assez beau, il consomme davantage. Alors l'industrie cosmétique a construit un marché gigantesque autour de l'insécurité des Noirs. Pendant des décennies, les produits éclaircissants ont été, et sont encore massivement vendus, en Afrique, aux Caraïbes et dans les communautés afrodescendantes. Certaines publicités montraient même des avant-après. Avant, peau foncée, visage triste. Après, peau éclaircie, femme souriante et fière. Le message est violent. Plus tu te rapproches de la blancheur, plus tu as de la valeur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les produits dépigmentants sont massivement utilisés dans plusieurs pays africains, malgré les risques sanitaires. Car oui, derrière cette industrie se cachent aussi des conséquences médicales graves. Mercure, hydroquinone, corticoïdes dangereux. Certaines femmes ont détruit leur peau pour correspondre à un idéal fabriqué. Et le plus troublant, c'est que ce phénomène ne touche pas seulement les femmes. Beaucoup d'hommes noirs ont également intériorisé ces standards. Regardez certaines vieilles publicités. L'homme noir successful est souvent accompagné d'une femme blanche ou noire claire. Comme si la proximité avec la blancheur symbolisait une ascension sociale. Le marketing ne vend pas seulement des produits, il vend des aspirations. S'il existe un sujet extrêmement sensible dans la communauté, ce sont les cheveux. Parce que les cheveux crépus ont longtemps été présentés comme un problème à corriger. À l'école, au travail, dans les médias. Combien de femmes noires ont entendu qu'elles avaient une coiffure non professionnelle? Combien ont subi des remarques humiliantes pendant l'enfance? Pendant des décennies, les défrisages chimiques ont explosé. Des petites filles d'à peine 8 ou 9 ans appliquaient déjà des produits agressifs sur leur cuir chevelu. Pourquoi? Pour avoir des cheveux beaux. Mais beaux selon qui? Dans les années 60 et 70, le mouvement Black is Beautiful a commencé à renverser cette logique. Des figures comme Angela Davis ont porté l'afro naturel comme symbole politique. L'idée était simple. Nos traits ne sont pas une erreur. Nos cheveux ne sont pas un défaut. Notre apparence n'a pas besoin d'être validée par l'Europe. Ce mouvement a profondément marqué l'histoire culturelle noire. Mais le problème n'a jamais totalement disparu. Aujourd'hui encore, certaines femmes noires expliquent qu'elles se sentent plus acceptées professionnellement avec une perruque lisse. Cela montre à quel point ces standards restent enracinés. Avec Internet et les réseaux sociaux, beaucoup pensaient que la situation allait changer radicalement. Et en partie, c'est vrai. Des créateurs afrodescendants ont enfin commencé à montrer des peaux foncées, des cheveux naturels et des morphologies variées. Des influenceuses noires ont créé leurs propres espaces. Le mouvement Natural Hair a explosé. Des marques inclusives sont apparues. Mais les réseaux sociaux ont aussi créé un nouveau problème. L'hypercomparaison. Aujourd'hui, les standards sont encore plus agressifs. Filtres, retouches, chirurgie esthétique, corps irréaliste. Et paradoxalement, même certaines célébrités noires finissent par se rapprocher visuellement des standards occidentaux. Nez affiné, peau éclaircie par les filtres, traits modifiés. Comme si la validation mondiale passait encore par l'effacement partiel des caractéristiques africaines. C'est un sujet délicat, parce qu'il touche à la liberté individuelle. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais lorsqu'un phénomène devient massif, il faut se poser une question. Pourquoi tant de personnes modifient-elles les mêmes traits?
Souvent, cela révèle une pression culturelle invisible. Le plus grave dans cette histoire, ce sont les dégâts psychologiques. Quand un enfant grandit sans voir des personnes qui lui ressemblent valorisées, cela affecte son estime personnelle. Le psychologue américain Kenneth Clark et son épouse Mamie Phipps Clark ont mené dans les années 40 le célèbre doll test, ou test de la poupée. Il montra des enfants noirs deux poupées, une blanche, une noire. Beaucoup d'enfants attribuaient les qualités positives à la poupée blanche et les qualités négatives à la poupée noire. Cette expérience a profondément marqué les chercheurs. Elle montrait comment le racisme visuel pouvait être intériorisé dès l'enfance. Et honnêtement, est-ce vraiment surprenant? Quand tout ce que tu consommes valorise un type de physique différent du tien, tu finis par croire que ton apparence vaut moins. Cela peut créer un manque de confiance, des troubles identitaires, une difficulté à se sentir désirable, une recherche permanente de la validation extérieure. Certaines personnes passent leur vie à essayer d'être acceptées dans un standard qui n'a jamais été construit pour elles. Et ça peut devenir épuisant mentalement. Pourquoi ce sujet dérange autant? Parce qu'il oblige à parler de pouvoir. Les standards de beauté ne tombent pas du ciel. Ils sont liés aux groupes qui dominent économiquement et culturellement. Pendant longtemps, l'Occident a contrôlé le cinéma, la publicité mondiale, la mode, les magazines, l'industrie musicale. Donc l'Occident a aussi exporté son idéal esthétique. Et quand cet idéal devient mondial, les autres populations commencent parfois à se percevoir comme moins belles. C'est une forme de domination culturelle extrêmement puissante. Le problème, c'est que beaucoup de gens refusent de voir ce mécanisme, parce qu'ils pensent que la beauté est naturelle et universelle. Mais la beauté évolue sur les époques et les sociétés. À certaines périodes africaines, les corps les plus généreux étaient valorisés. Dans d'autres cultures, la peau foncée représentait le prestige. Les standards changent constamment. Donc, quand un idéal devient hégémonique mondialement, ce n'est jamais totalement innocent. Mais les choses évoluent. Aujourd'hui, de plus en plus de créateurs noirs racontent leurs propres histoires. Des marques mettent enfin en avant des mannequins français. Des films montrent enfin des héroïnes noires désirables sans les caricaturer. Des enfants grandissent avec davantage de représentations positives. Des œuvres comme Black Panther ont eu un impact culturel immense. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de jeunes afrodescendants, voir des personnages noirs puissants, élégants et admirés change quelque chose intérieurement. La représentation compte, pas pour flatter l'ego, mais parce qu'elle influence profondément la construction psychologique. Et surtout, il faut apprendre à développer un regard critique sur les médias. Chaque publicité a un objectif, chaque image voit une idée. Chaque tendance sert souvent à un marché économique. Comprendre cela permet de prendre du recul. La question des créateurs de beauté n'est pas superficielle. Elle parle d'identité, de pouvoir, de psychologie, d'histoire. Pendant longtemps, les populations noires ont été exposées à un message répété quotidiennement. Pour être beau, il faut ressembler à autre chose que toi-même. Et ce message a laissé des traces profondes. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération commence à déconstruire ces mécanismes. Elle questionne les standards. Elle valorise davantage les traits africains. Elle refuse certains complexes hérités de l'histoire coloniale et médiatique. Mais le chemin reste long. Parce qu'on ne détruit pas des décennies de conditionnement en quelques années. Mais une chose est certaine. Lorsqu'un peuple recommence à aimer ses traits, ses cheveux, sa peau et son identité, il reprend aussi une partie de son pouvoir culturel. Et peut-être que la vraie révolution commence là. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.